Salut les auditeurs, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast. Cette fois-ci, toujours pas de Hermano présent dans le podcast malheureusement. J'ai eu Hermano en ligne il y a quelques heures. Il est en plein déménagement, il nous parlera probablement de tout ça dans un futur épisode, mais soyez rassurés, vous n'allez pas entendre un long monologue de ma part pendant 50 minutes comme lors du dernier épisode. Cette fois-ci, j'ai d'autres personnes qui m'accompagnent. Et qui donc, puisque ce sont mes collègues, mes coéquipiers du Tri Team Lutry. Vous les avez entendus dans un hors-série qu'on avait fait la saison passée. Ça commence à remonter à un certain temps maintenant. Et on avait abordé notre préparation pour l'Ironman de Thun qui n'avait pas eu lieu en 2020, tout simplement annulé à cause du Covid. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé depuis le premier enregistrement qu'on avait fait à Fuerteventura juste avant cette pandémie. Et on avait comme objectif de faire l'Ironman de Thun en Suisse en 2020. Il a été reporté d'abord en juillet 2021, puis ensuite en septembre 2021. Et puis il a eu lieu finalement le week-end passé, dimanche. Là on enregistre le mardi, donc c'est encore un peu à chaud, mais déjà un peu à froid, ce retour d'expérience qu'on va faire. On tenait à faire ce retour d'expérience pour clore finalement ce hors-série qu'on avait commencé à enregistrer en 2020. On enregistre ici au stade de Coubertin, à l'extérieur, où les coéquipiers de club vont bientôt commencer leur entraînement. Nous, on récup. Donc voilà, tranquille. Et donc du coup, j'accueille Steve, Arnaud et Thomas, comme lors du hors-série il y a une année. Et puis on va débriefer. Alors, salut messieurs. Salut Greg, salut à tous. Donc l'Ironman est passé. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont chamboulé un petit peu cette préparation. On commençait vraiment le gros de la préparation quand on était en février 2020 à Fuerteventura. Que de chemin parcouru depuis. Déjà peut-être revenir sur les quelques aspects qu'on avait abordés dans le podcast et puis ce que ça a pu avoir comme impact sur votre préparation, puis également ce qu'a eu comme impact ce report de plus d'une année de la compétition. Un petit peu comment tu as abordé ta préparation? On va commencer avec toi, Steve. Alors c'est clair, si on remonte à l'année passée, le camp à Fuerte, c'était vraiment pour lancer la saison. Une semaine qui s'était passée magnifiquement bien, mais avec un retour un peu compliqué avec ce Covid. Et puis après, par rapport à tous les sujets qu'on a abordés lors de ce hors-série, évidemment que du positif, que des bons conseils, des bonnes idées, des partages d'infos qui m'ont permis de faire un programme. Si je me souviens bien, j'ai pas vraiment établi un programme sur papier. J'avais plutôt dans l'idée de faire une préparation au feeling. Après voilà, c'était mon objectif à moi. Et puis, mais après effectivement, comme on est dans un club, on s'entraîne en même temps, on partage les infos, retour d'expérience. Donc vraiment une belle préparation. Et puis jusqu'au moment où la décision est tombée de reporter la course d'une année. Mais là, moi, je crois que je me suis pas vraiment posé la question de savoir si j'allais annuler ou pas. Je me suis dit, c'est reporté d'une année. On savait que 2020 allait être une année un peu compliquée, donc on remettait la course en 2021 et puis la préparation, il fallait la continuer. Après, c'est clair qu'il fallait peut-être un peu lever le pied ou décaler un peu la préparation, mais comme je l'ai dit, j'avais pas vraiment de programme, donc j'ai un peu décalé ma préparation et puis je crois que ça s'est bien passé. Excellent, donc vraiment pas de baisse de morale, pas de démotivation en disant « Ah là, c'est annulé, tous les efforts que j'ai faits, c'est perdu », c'est vraiment, tu as rebondi là-dessus. Ouais, non, comme j'ai dit, je ne me suis pas vraiment posé la question, est-ce que j'arrête ou j'y retourne. Non, ça m'a pas trop abattu parce que on avait déjà entendu que des courses étaient annulées. Et puis c'était que du bon pour l'année suivante. Ok, excellent. Donc une préparation repoussée sans problème. Arnaud, c'était pareil? Écoute, de mon côté, ça a été peut-être un peu plus difficile parce que moi, je le percevais vraiment comme, encore une fois, un très haut objectif à atteindre. Quand il y a eu le report d'une année déjà, ça m'a un peu chamboulé dans la perspective de la chose parce que je sortais de ce camp en étant bien motivé. Après, il y a eu les autres podcasts où on a un peu expliqué
l'impact, mais disons que le deuxième coup que j'ai eu, c'est quand il y a eu le report encore une fois de juillet à septembre, où là j'étais un peu plus démotivé, disons, et où je me disais est-ce que vraiment il aura lieu, et où je pense, et on y reviendra j'imagine plus tard dans les questions, mais où je me suis pas, j'ai pas repris correctement l'entraînement. Et ça c'est un peu le fil rouge d'ailleurs de ma participation, et je pense que j'ai pas réussi à garder le momentum et garder l'attention, on va dire, sur ma préparation. Voilà. Donc ça a été très dur, mais après du coup un soulagement quand on prend le départ. On se souvient, dans les derniers épisodes, on a parlé spécifiquement dans un use case, entre guillemets, d'un des épisodes de ta blessure que tu avais sous le pied. Est-ce que finalement, ça n'a pas été aussi peut-être un petit coup de chance, un bénéfique pour toi que ce soit encore reporté pour pouvoir vraiment bien soigner ça et puis repartir avec un entraînement aussi sur une base saine et puis pouvoir t'entraîner et courir sans blessure? Non, c'est juste, dans tous les cas, c'était bénéfique, je pense. Après, il n'y a pas eu, de mon côté, encore une fois, une structure et une rigueur, si tu veux, en termes d'entraînement, que je pense que j'avais au début du podcast. Donc, on va dire que c'est un tout petit peu dégradé, de mon point de vue objectif. Mais d'un point de vue, blessure, c'est clair que j'étais remis, quasiment remis, parce qu'il y a toujours des douleurs au niveau cheville. Je pense que pareil, je reviens à la rigueur. J'ai pas suffisamment fait de préparation physique, et la remise en forme finalement elle s'arrête jamais, c'est quelque chose de constant, et voilà, donc c'est l'autocritique que j'ai par rapport à ça. Mais oui, en effet, on peut toujours le voir comme ça, un report égale plus de temps pour se préparer. De mon côté, j'aurais préféré finalement que ce soit un peu plus raccourci. Ok. Ouais, donc que ça ait lieu vraiment à la date prévue initialement. Je pense, ouais, clairement. Et toi Thomas, alors, ta préparation pour cet event reporté? Oui, alors de mon côté, peut-être un peu le même sentiment que mes collègues. À la fin de ce camp, je pensais être vraiment dans une très bonne forme, peut-être la forme de ma vie. J'étais sur la catégorie Ironman en haut d'une catégorie avant de passer à la prochaine en 2021. Et puis je commençais à avoir des ambitions sur la distance semi, etc. Donc quand les premières courses ont été annulées en début de saison, notamment Marbella, il y avait peut-être cette frustration. Alors que pour Thun, c'était vraiment une découverte, un Ironman full distance, où là l'ambition était vraiment d'avoir du plaisir en club, on était plus que 10, de le passer un moment ensemble. Donc le report finalement m'a permis de prendre du recul et d'apprécier plus le chemin jusqu'à l'événement, qui soit repoussé. C'est vraiment, le plaisir est venu plus dans l'entraînement, dans le fait de cette découverte de faire beaucoup plus d'endurance, des entraînements peut-être plus longs, et moins ce côté challenge, performance, classement. Et ça a changé beaucoup, et ça m'a peut-être permis de rester motivé et de garder un rythme, quelle que soit la date de l'échéance, qui était en juillet puis en septembre de cette année, de garder toujours ça en tête, et puis de faire toujours plus d'entraînement, mais pas forcément beaucoup plus par rapport à ce dont on avait discuté dans le podcast. Mais on a discuté d'outils comme Training Peaks, on a discuté d'alimentation, et je dirais que ça serait peut-être les deux focus sur lesquels j'ai porté le plus d'attention pour Thun. C'est analyser peut-être un peu plus pour s'entraîner, pas forcément plus, mais mieux. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Parce que on en parlait en off juste avant de commencer l'enregistrement de ce podcast avec les coéquipiers qui arrivaient à l'entraînement, et on parlait de volume hebdomadaire, et c'est vrai que c'est personnellement peut-être l'Ironman que je finis le mieux avec le volume le plus faible entre guillemets à l'entraînement, mais j'ai vraiment essayé de travailler l'optimisation. C'est ce que je disais avant, c'est chaque séance pour moi devait servir à quelque chose. Si je faisais une séance, elle avait un but, un objectif. Ça pouvait être un objectif purement sportif, améliorer l'endurance, améliorer la vitesse, ou alors un but, comme on a dit, pour améliorer une des facettes techniques peut-être de l'entraînement, tester un gel, tester de l'alimentation, tester un certain matériel ou une certaine configuration sur le vélo. Et en fait, je suis arrivé le jour de la course en ayant des certitudes cette fois-ci. Alors que sur la plupart des autres courses, ou en tout cas des Ironman que j'avais fait par le passé, c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs, je me disais, ça on verra si ça passe, quoi. Et là, finalement, c'est peut-être
celui sur lequel j'avais le plus de certitude avant le départ. Et en fait, ça s'est quand même relativement bien confirmé pendant la compétition. Alors, on va y revenir plus tard pendant le déroulement de la course. Forcément, sur 10, 11, 12, 13, 14 heures de course, il y a toujours des impondérables et puis des trucs qui arrivent à un moment ou à un autre. Et puis, il y a des trucs qu'on ne contrôle pas qui arrivent. Mais ouais, j'ai vraiment peut-être progressé dans ce côté-là aussi de ma préparation. Donc voilà, une préparation plus longue. C'est vrai qu'il y a un moment où j'ai vraiment eu une petite baisse de morale en me disant mais vraiment, est-ce que cette course elle aura lieu un jour? On a attendu vraiment longtemps avant d'être sur cette ligne de départ. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'aller plusieurs fois sur place à Thun, reconnaître ses parcours, être vraiment confiant sur le fait que ça puisse passer et puis de savoir quelles intensités mettre. Du coup, moi, je rajoute quelque chose par rapport à ma première intervention, c'est que c'est bizarre que j'ai oublié de le mentionner, mais c'est ma blessure à la cheville. C'est quand même l'année passée, je me suis blessé pendant le confinement. Ok, je voulais faire une préparation en mode feeling, mais je pense que j'en ai beaucoup, voire même trop fait. Et puis du coup, je me suis blessé au mois de mai l'année passée. Donc de toute façon, j'aurais pas pu participer à l'Ironman de Thun si la course avait eu lieu. Et puis c'est là, en parlant avec Arnaud, sa blessure, je dis mais tiens, c'est pour ça, pourquoi j'ai pas mentionné ma blessure à la cheville? Est-ce que je l'ai déjà oublié? Pourtant non, je la sens toujours, ma cheville. Mais voilà, en fait, c'est quand même, cette blessure était quand même quelque chose d'assez grave. Et puis le fait que l'Ironman a été reporté, c'était du coup pour moi un avantage parce que je savais que j'allais être remis pour 2021. Ouais, effectivement. Ouais. Je vais pas te cacher que pour moi aussi, rentrer cette natation, alors on va reparler de cette natation, hein, il y a des choses à dire sur cette natation, mais voilà, rentrer cette natation de manière aussi facile, je dirais, pour moi. Enfin, l'objectif sur Ironman, c'est toujours d'essayer de rentrer cette natation en limitant un maximum l'effort qu'on a fourni pour être mieux dans les deux disciplines suivantes. Et c'est vrai que j'aurais clairement pas pu le faire si ça avait eu lieu en juin ou juillet l'année passée, parce que avec une fracture du coude, et toi c'était la cheville, dans les mois qui précèdent, forcément on n'est pas dans des conditions optimales. Tandis qu'avec une année de décalage, forcément on est tout de suite un tout petit peu mieux dans la reprise de l'entraînement et puis dans la confiance qu'on peut avoir avant d'aborder la course. Donc ouais, voilà, des hauts et des bas, mais moi je pense que finalement c'était bénéfique pour ma performance. Je pense que s'il avait eu lieu en juillet 2020 ou en juillet 2021, j'aurais pas réussi à performer aussi bien que là en septembre 2021. Donc en ce qui me concerne, je pense que ça pouvait pas arriver mieux en fait finalement. Ouais, pour moi aussi, le deuxième report de juillet à septembre, j'ai trouvé ça aussi bénéfique pour moi parce que j'aurais peut-être pas été aussi prêt en juillet cette année. Donc finalement des préparations qui ont plus ou moins collé avec ce qu'on avait discuté dans le podcast il y a une année. Et bien on arrive sur cette ligne de départ de l'Ironman. Pour en particulier peut-être Thomas et Arnaud, mais Steve, toi tu avais déjà fait le Swissman, donc la distance tu la connaissais déjà. Arnaud et Thomas, les jours qui précèdent le premier Ironman, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est euphorique? Est-ce qu'on se réjouit d'être sur le départ? Ou est-ce qu'on se dit je ne suis pas prêt? Peut-être Thomas pour commencer. C'est interminable. Interminable parce que sur les plus courtes distances, on a parlé de tapering dans un des épisodes, à s'entraîner encore bien la dernière semaine et puis à penser à autre chose. Mais là, on sait déjà 2 semaines avant, on ne veut pas trop se fatiguer, on ne veut pas trop faire la sortie trop longue qui va nous pénaliser dans les 2 semaines, etc. J'ai trouvé très long d'occuper l'esprit à autre chose qu'aller prendre l'air ou s'entraîner. C'est même après un certain temps devenu dur. On n'a plus cet échappatoire ou alors faut trouver autre chose. Ouais. Donc j'ai trouvé cette période assez longue et assez ingrate. Mais voilà, d'être tout le temps sur la retenue, un peu à l'image de la course aussi. Donc on pourra débriefer de cette distance, mais c'est tout dans la gestion, tout dans... Voilà, c'est assez dans la gestion de l'effort et c'est assez long pour moi. Ouais, très rapidement, même feeling. Hein, je pense que, encore une fois, dû au report, etc., je pense que j'arrivais pas à le matérialiser réellement. Et c'est vraiment quand on a eu ces emails qui arrivent automatiquement avec le Race Week d'Ironman, où là, voilà, je savais que c'était sûr, je serais sur le départ. Et
Et du coup, c'est vrai qu'on pense qu'à ça. Enfin, c'est très dur de se concentrer sur autre chose. Moi, ça m'a fait naître encore plus de doutes qu'avant, hein. C'est-à-dire que clairement, la période de tapering, elle existait depuis longtemps dans mon calendrier, mais disons que la semaine d'avant, j'ai réessayé simplement de me concentrer un peu sur les sensations des 3 sports. Donc j'ai fait les 3 disciplines. Et les 3 disciplines, il y avait un hic. Il y avait une douleur à la jambe, il y avait une douleur au psoas, il y avait un problème au niveau de la natation. Donc en fait, je suis arrivé en fin de semaine pas du tout confiant. Et pourtant, un mois avant, on s'était dit on fait la course donc à Rapperswil, qui est le semi-Ironman en Suisse. Et on s'est dit avec Arnaud, peut-être un mois avant Thun, ça serait bien de se mettre en confiance ou pas d'ailleurs, suivant le résultat, suivant comment ça se passe, de faire cette course. Et c'est vrai que ça peut être très bénéfique comme un piège et puis de sombrer parce qu'on n'a pas réussi, parce qu'on est sorti de la natte fatigué alors qu'on sait qu'il y aura le double à l'Iron et puis que ça va être un long chemin de croix. Donc, Ce que tu dis, c'est très juste. Je le voyais vraiment comme un crash test qui était nécessaire pour un peu évaluer l'état de forme. Et moi, personnellement, ça a été ultra bénéfique parce que c'était catastrophique, le semi-Iron de Rapperswil. Je l'ai vécu très mal, par encore une fois, un manque de préparation à mon sens. Et du coup, ça m'a mis un électrochoc. Et même, voilà, maintenant qu'on est entre nous, je peux vous le dire, j'ai eu une grosse remise en question où, à la fin, tu m'as vu arriver, hein, j'étais pas bien et je me suis dit, je peux pas participer à Thun. Je peux pas le faire dans cet état, quoi. Ça va juste être un abandon, c'était dur. Et je savais qu'il me restait 30 jours. Et c'est clairement, voilà, on a débattu longtemps de tout ça à travers les podcasts. C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Et pourtant, je pense que ça m'a mis vraiment cet électrochoc avec la rigueur derrière, qui m'a permis quand même de pouvoir terminer cet Ironman dimanche dernier. Et je recommanderais vraiment ça à n'importe qui, hein, de se mettre cette espèce de crash test, une période relativement... D'autant plus que maintenant Ironman lance cette, je sais pas comment ils ont appelé ça, cette Legacy. Ironman Tour Series. Tour Series, si vous faites le semi et le full du même pays la même année, ça met un coup de baume au cœur à l'arrivée de la deuxième course parce que vous avez une médaille spécifique. Et puis il y a un classement spécifique, non Et ça se peut. Ta deuxième médaille. Et d'où la deuxième médaille qui fait 2 fois la taille de la première, qui tourne même. Elle tourne, ouais. Avec Ça, un c'est spinning important. effect. Wow. Special Ironman. Ouais. Donc à retrouver sur les réseaux sociaux de Arnaud parce que. Hashtag Voilà. spy. Et donc du coup, effectivement, 30 jours avant, l'électrochoc, et puis là, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'en 30 jours, on ne se prépare pas pour un Iron. Donc, non, écoute, en 30 jours, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentré simplement sur être plus sérieux vis-à-vis de l'événement. Donc, j'ai fait plus attention à l'alimentation, au sommeil. Mes entraînements, j'ai essayé d'y mettre un peu plus de sérieux aussi. Après, c'est peut-être trop large ce que je dis, hein, mais je pense que c'était juste me remettre en fait dans ce mode de compétition. Où j'avais un peu lâché, un peu perdu Préparation mentale la flamme, aussi, quoi, de la se préparation. mettre dedans, Ouais. Et pour te dire, là j'en parlais parce que c'était deux semaines avant, là, quand on est arrivé à l'entraînement, Thomas faisait un peu un pari, on pourra couper ça au montage, avec les potes de combien je pesais, tu vois. Et c'est vrai que avant l'Ironman de Rapperswil, j'étais à 80 kg. Et avant le début de Thun, j'avais perdu à peu près 4 kilos. De juste voilà, se repréparer finalement mentalement. Parce que j'ai pas fait de régime, j'ai pas fait d'extra timing de préparation les semaines, quoi. Et je pense que ça va avec. Mentalement, il y a mon corps aussi qui a commencé à se... Est-ce que tu sais combien tu as perdu après la course? Tu t'es repesé après? Mais justement, ouais, c'est ce que je disais. En fin de course, donc le dimanche soir, j'étais à 73 kg. Donc moins 7 versus 30 jours avant. C'est ça. Ouais. Et surtout moins 4 par rapport au début de la course. Exactement, après, voilà. La veille. Là, je me suis pas repesé aujourd'hui, mais hier, j'avais repris 1 kg, quoi. Mais je le sens. Je sens que ça a été un process qui s'est fait assez rapidement, mais qui était bénéfique. Et encore une fois, je reviens juste sur ça, c'est Rapperswil, j'ai eu ce gros questionnement, surtout sur
le half marathon, où je me suis dit j'arriverais juste pas à le faire le marathon pendant l'Ironman. Mais vraiment, cette fois-là, je m'étais dit ça sert à rien de se présenter si c'est pour faire une piètre prestation. Performance, quoi. Ouais. Mais après, qui à la fin d'un half, d'un 70.3, arrive à se dire là je peux repartir pour la même chose et faire un Iron. En fait, on se rend bien compte à la fin de l'Ironman que ça n'a rien à voir parce que Thomas le disait, c'est une course où on gère différemment l'effort, où on va partir dès le départ avec dans la tête l'idée de finir avec ce marathon. On est conditionné pour le faire. C'est pas comme une course où tu pars pour faire 21 km de course à pied, puis tout d'un coup au 21e kilomètre on te dit ah en fait tu dois faire le double. Parce que ça c'est horrible psychologiquement, gestion, enfin tout ce que tu veux. Donc forcément ça n'a rien à voir et en fait tu nous confirmes que avec l'entraînement que tu avais, tu étais capable d'entrer un Ironman parce que clairement tu t'es pas préparé pour ça pendant 30 jours. La préparation elle était là. Par contre toi tu as réussi à te mettre un cadre mental où tu t'es dit maintenant je vais y aller et je vais le faire. Exact. Parce que j'imagine on y reviendra, mais pour moi en tout cas, l'Ironman et la finish line, elle a été gagnée principalement au mental. Je pense que de toute façon sur une distance pareille, le mental, il en faut un moment ou un autre. On va en reparler. Peut-être encore une réaction de Steve qui lui connaissait la distance, on l'a dit tout à l'heure. Et tu arrives sur le départ de ce qui est ta première course labellisée Ironman, qui n'est pas un triathlon de l'extrême, quoique. Et tu arrives à Thun et toi en fait ces derniers jours qui précèdent la course, dans quel état d'esprit tu étais ? Alors effectivement, si je reviens sur le Swissman, l'ayant fait il y a 4 ans, comme tu dis, je connaissais la distance, je savais que le nombre d'heures d'effort, j'allais certainement les tenir. Mais ouais, les deux dernières semaines aussi, un peu longuet aussi de mon côté. La préparation a été longue, j'avais vraiment hâte d'y être. Mais j'ai réussi à me mettre dans un mode vraiment tranquille, il fallait miser sur le sommeil, bien manger. Essayer d'arrêter de boire de l'alcool, ça c'était aussi important, un bel effort de ma part. Mais non, deux semaines assez tranquilles, mais chaque jour, effectivement, la pression augmentait quand même chaque jour. Mais plus dans le feeling d'être impatient d'y être. On a tous, je pense, eu cette impatience et en même temps cette petite crainte. Enfin, je sais pas, moi j'étais tiraillé entre les deux et en fait c'était le cas un peu à chaque fois. Moi, je trouve que cette semaine de tapering qu'il y a juste avant, elle est vraiment bizarre. Elle est vraiment bizarre et cette année encore plus parce que tombait le triathlon de Lausanne, le week-end qui précède l'Ironman. Et le triathlon de Lausanne, c'est quand même le rendez-vous annuel pour les membres du club ici et tous les habitants de la région lausannoise. C'est quand même le gros événement des triathlètes de la région lausannoise. Et pour moi, ce n'était pas concevable de l'avoir à disposition ici une semaine avant. Ça aurait été idéal 2 semaines évidemment, mais de l'avoir ici une semaine avant et de ne pas participer. Donc je me suis aligné sur la distance classique et j'ai vraiment décidé de faire cette course pour tester le matériel que j'allais utiliser, donc utiliser en bénéfice technique, donc le vélo, les chaussures, enfin j'ai tout rodé là. Et puis surtout de faire un dernier entraînement à fond avant la semaine de récupération. C'est un petit risque parce qu'on peut se blesser, il peut arriver quelque chose. Mais voilà, pour moi, ça faisait partie un peu du pari. Alors en l'occurrence, je pense que le pari était réussi par rapport à la course. Et après ça, moi, c'était récupération quasiment totale la semaine. J'ai eu un petit jog le mercredi, un petit swim aussi le mercredi, un vélo tranquille pour finir de régler le vélo le jeudi, mais c'était 30 km maximum. Et là, en fait, on est tellement à l'écoute de son corps en se disant est-ce que j'ai récupéré, est-ce que je sais. La moindre petite douleur, le moindre petit pic dans le genou, on se dit aïe, j'ai mal au genou, qu'est-ce que ça va donner sur 180 km de vélo, aïe, j'ai mal dans la cheville, après 3 km de course à pied, qu'est-ce que ça va être après 42. Et en fait, on se fait des films, alors que ces douleurs, en fait, peut-être qu'on les a tout le temps, mais on n'y prête même pas attention parce que c'est minime. Et voilà, moi, c'est toujours un peu la difficulté de cette dernière semaine de tapering. Après, le triathlon de Lausanne, surtout sur la partie vélo, je crois, t'a aidé à un petit peu te rassurer, non ? Sur ce que tu étais capable de Alors sortir. avec le vélo, sur la partie vélo du triathlon de Lausanne, j'ai confirmé que j'étais en forme et là où je voulais être à vélo. Ouais. Bah oui, c'est super important. Ouais. Hein. Et en fait, il y a eu vraiment plusieurs séances successives. On est allé rouler vraiment une grosse sortie dans les Alpes encore 2 semaines avant.
Le lendemain, je faisais une boucle encore à Thun avec mon vélo de chrono. Et là, en fait, avec la fatigue du jour d'avant où on a fait 4000 mètres de dénivelé positif, où on a roulé pendant 6-7 heures, le lendemain, je faisais une boucle à Thun à plus que 30 de moyenne. Et là, je me suis dit, ce vélo, il va rentrer comme je l'ai prévu, à plus que 30 de moyenne. Maintenant, à voir exactement combien en fonction des conditions le jour de la course, mais j'étais vraiment confiant par rapport à ça. La semaine d'après, il y a Lausanne qui n'est pas un parcours facile à vélo, qui tourne pas mal, qui relance pas mal. Et j'étais vraiment content de mon vélo ce jour-là. Donc ouais, du coup j'arrivais blindé de confiance pour la partie vélo sur Thun. Je savais que ça allait être dur sur la course à pied. Ça s'est pas démenti, mais par contre le vélo, ouais, je savais que j'arrivais en bonne forme. Et du coup, est-ce que pour les auditeurs, on recommande une semaine avant? Typiquement, j'étais aussi inscrit sur le distance olympique à Lausanne le dimanche. Et avec ce tapering de Thun, on parlait de la gestion de l'effort, etc. J'avoue que je me suis rétracté et je me suis plutôt aligné sur la distance sprint, tout en sachant que c'est un risque. Donc c'est discutable, on peut discuter, etc. Un semi, un mois avant, je pense que c'est bien pour se situer. Ouais. Mais la semaine qui précède le full, ça peut être un risque. Heureusement, ça s'est bien passé pour tous les membres du club qui se sont alignés. Je pense que c'est même bien. Mais voilà, est-ce qu'on recommande ou est-ce que c'est personnel? Et puis certains préfèrent se rassurer, se tester, d'autres plutôt se reposer. Je pense que ça dépend vraiment aussi de chacun, de sa façon de récupérer, de sa façon d'aborder le tapering. C'est vrai que moi, je ne vais pas faire plus qu'une semaine de tapering. Pour des raisons déjà psychologiques, parce qu'on a dit que quand on entre dans cette phase-là, ça devient très long et très difficile de continuer à rester focus, de ne pas charger l'entraînement et puis de rester confiant. Donc moi, j'essaie de réduire cette période au minimum. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment suivi encore un entraînement avec un certain volume jusqu'au triathlon de Lausanne. Et puis ensuite, j'ai vraiment fait une semaine de coupure en espérant que ce pic de surcompensation du triathlon de Lausanne soit vraiment le dernier effet avant l'Ironman de Thun. Pour moi, ça a marché parfaitement, mais il faut bien imaginer que même 10 km de course à pied sur un triathlon olympique, s'il y a une petite tendinite qui survient une semaine avant un Ironman, c'est trop tard. On peut plus réagir et puis régler ce problème. Donc c'est vrai que c'est une prise de risque. Moi, j'ai été conscient que c'était une prise de risque et je l'ai pris. Ça a payé. Je ne sais pas si je recommanderais ça. Alors en tout cas pas à quelqu'un qui débute sur la distance ou par exemple Arnaud, je pense que c'était très bien ton half un mois avant. Je pense que 3 semaines avant ça va aussi parce qu'on récupère une semaine du half, on remet une semaine d'entraînement d'intensité où on remet un peu en pic, on refait une semaine de tapering et on arrive pour l'Ironman. Je pense que c'est encore jouable 3 semaines, 4 semaines c'est idéal. Après c'est vraiment, il faut déjà se connaître en tant que triathlète sur certaines distances moyennes voire longues pour pouvoir vraiment sereinement faire un DO une semaine avant. Je le sentais bien et finalement voilà, mais je ne suis pas sûr que je le recommanderais forcément à tout le monde. Donc voilà, et on arrive au matin de la course. Donc là, réveil quoi, 4 heures, quelque chose comme ça. 4 heures. Chez nous, c'était 4 heures. Hein. Ouais. Petit-déj 4h20. Histoire, le départ était entre 7h, 7h15. Hein. Le départ de la course, idéalement, il faut manger dans les 2h30, 3h qui précèdent le départ pour avoir bien commencé la digestion du petit-déj. Et puis là, c'est l'adrénaline du matin de la course. Est-ce que vous avez bien dormi dans la nuit qui a précédé ou les quelques heures qui ont précédé? Parce qu'on se met au lit, c'est 21h30, 22h. On se réveille à 4h, déjà c'est une nuit courte. Bien dormi, Steve? Alors, ouais, plus ou moins bien. C'est vrai que entre ce qu'on partage et puis ce qu'on lit un peu dans les magazines, on sait que la dernière nuit ne sera pas bonne. Donc c'est surtout l'avant-dernière qui doit être juste magnifique et puis la semaine qui précède, forcément. Mais là, on était, par expérience, on était en appartement avec Grégoire. Donc on a pu faire notre souper, un plat de pâtes comme toujours. Et puis on a pu se mettre au lit relativement tôt, à 9h30, 10h. Après, moi, je pense que je me suis rapidement endormi. Et puis je pense que j'ai fait un peu inconsciemment un petit topo de la course pendant la nuit, ce qui m'a un peu réveillé. Mais sinon, ouais, j'étais pas inquiet à l'avance de passer une mauvaise nuit, mais ça s'est bien passé. Arnaud, bien dormi? Écoute, déjà, dans un premier temps, on avait fait un move qui était de prendre un hôtel qui était à côté, en fait en face du départ. Et pour moi, ça c'est assez primordial parce que ça me fait assez stresser
les matins de devoir marcher, tu cogites, t'es pas bien. Et donc du coup le réveil, déjà le réveil était assez agréable disons. Après on revient sur le fait que pendant une semaine on a hâte que ce moment arrive. Donc il y a des doutes évidemment, mais l'excitation elle est là et elle est positive je vais dire. Donc c'est pas à comparer à d'autres types de courses, c'était assez différent j'ai trouvé à celle-ci et donc du coup j'ai bien dormi en fait. Parce que j'avais peut-être, je sais pas de pression sur le fait de faire un temps ou quoi que ce soit. Et surtout, j'envisageais vraiment comme quelque chose qui arrivait enfin, après autant d'attentes. Et je voulais en profiter un maximum. Il y avait un excellent temps. Et surtout, il y avait la famille, les amis, les membres du club qui étaient là. Donc, le retour du public, ça pour moi, c'était quelque chose de très important aussi. Ils avaient accès à quasiment l'intégralité des zones autour du parcours. Donc je savais que ça allait être vraiment une célébration, c'était un peu la récompense de plein de choses. Donc moi je l'abordais vraiment comme une fête et j'ai bien dormi. Ouais. Parce que, alors, pour situer pour les auditeurs, tu traversais la route depuis la sortie de ton hôtel et tu étais dans la zone de transition. Ouais, c'était génial. Et ça, mais plus jamais ce que j'expliquais à Thomas, je ne veux plus jamais faire autre chose, quoi. C'était génial. Après, bon, il y avait un coup, c'est-à-dire que j'étais dans une petite chambre, sous les toits, dans un lit simple. Toilettes dans le couloir. Voilà, et les toilettes partagées. Donc j'avoue que c'est pas forcément le plus confort la veille. Mais après, voilà, si on est OK par rapport à ça, moi c'était pas ça le plus important. Je préfère mettre justement l'attention sur pas beaucoup de déplacements le matin, moins de stress sur ça. Par exemple, si on a oublié un truc ou je sais pas, on peut facilement revenir en arrière. Ouais. Les toilettes, important les toilettes. Voilà, par exemple. On s'en est rendu compte parce que j'étais dans le même hôtel que le matin, suivant ce qu'on a mangé la veille, donc Steve c'était des pâtes, c'est bien, mais certains font du riz ou ce genre de choix. Moi j'ai fait le choix de ne pas manger trop de fibres les 2-3 jours avant pour éviter sur la course des problèmes gastriques ou quoi. Mais le problème c'est que le matin de la course, c'est toujours bien de passer aux toilettes et quand on se lève à 4 heures, qu'on prend le petit déjeuner, qu'on a le stress de la course, c'est pas forcément facile. Et on le sait tous, on arrive en zone de transition, tout est prêt et là il y a une queue interminable sur tous les WC à disposition. Et donc le fait de retraverser la route et de retourner dans la chambre, c'est un avantage certain pour enlever ce stress, ça c'est sûr. Ouais. Je me permets juste de rajouter une petite anecdote parce que je sais que les auditeurs sont friands de ça, mais comme dans les précédentes éditions, il m'arrive toujours un petit peu quelque chose. Et là, il m'est arrivé que l'hôtel de Thun m'attribue une chambre. Et quand on revient de déposer le bike, je pense, on revient à la chambre, donc il était quoi, 18h, 17h30, 18h. Tout est prêt, tout est setupé, tout s'est bien passé. Voilà, il y a quelqu'un qui m'interpelle, un autre français, suisse, bref, qui me dit est-ce que vous avez la chambre 62 ? Alors je dis oui, il me dit c'est la mienne. Et en gros, donc du coup, l'hôtel avait fait une erreur et avait attribué la chambre, m'avait donné la clé de sa chambre à lui. Donc du coup, on va à l'accueil et là, l'accueil me dit désolé, on ne vous trouve pas dans les réservations. Donc dans ta tête, il se passe beaucoup de choses et surtout la pire qui est de se dire si vraiment il y a un problème et qu'il manque une chambre et que eux n'ont pas ma réservation, ça veut dire qu'il faut que je trouve rapidement une solution. Et donc du coup, t'imagines le stress qu'il y a derrière. Voilà, bref, je te coupe court. Heureusement, j'avais pressenti un peu la chose, parce que vu qu'il y a eu les reports, les hôtels aussi, je pense, étaient pas mal chamboulés. Et donc du coup, j'avais pressenti ça, et ils m'ont appelé en réalité en juillet pour me dire vous avez fait un no-show, pourquoi vous n'êtes pas dans notre hôtel ? Et je leur ai dit non, la réservation, elle a été bougée en septembre. Donc ils me disent ah oui, ok, c'est vrai, on vient de le voir. Et donc du coup, je leur ai demandé de m'envoyer la confirmation en PDF, et heureusement, ce soir-là, du dimanche, j'ai pu le montrer, du samedi, pardon, j'ai montré ma confirmation en PDF. Je ne sais pas du tout comment ils se sont débrouillés, mais bref, j'ai pu dormir dans cet hôtel. Voilà, fin de l'anecdote. Voilà, mais un petit coup de stress quand même, parce que... Il y a toujours un coup de stress. On va dire qu'à Thun, cette année, il n'y avait pas forcément le nombre de participants attendus. Je crois qu'on était moins de 1200 au départ de cette course, alors qu'on en attendait quasiment le double sur un départ normal à cause des conditions, du report, etc. Et déjà, au niveau hôtelier, c'était compliqué de trouver des hôtels proches sur place à Thun, parce que ce n'est pas une ville énorme, il n'y a pas une capacité hôtelière énorme comme ça peut être le cas à Zurich par exemple où la course avait lieu avant. Donc du coup il faut s'y prendre à l'avance ou alors on est vite relégué à des hôtels qui sont assez loin. Alors il y a des systèmes de parking à côté de Thun où il y a des navettes qui nous emmènent sur le lieu de départ de la course, mais forcément nous on se lève déjà à 4h du matin alors qu'on est en ville de Thun
Vous êtes juste à côté, donc peut-être que c'est un quart d'heure après, mais si on est à 20 km de Thun dans notre hôtel, c'est forcément se réveiller à 3h30, à trouver à avoir un petit déj à 3h30, et puis ensuite faire la route, faire le shuttle, et comme tu le disais, c'est du stress en plus, parce que voilà, c'est des aléas en plus le matin de la course. Donc petit conseil, si vous voulez faire la course de Thun, parce que vous allez voir, c'est une course magnifique, et on va maintenant débriefer de ce qui se passe à partir du moment où on prend le départ, il faut anticiper vraiment son hébergement, et voilà, c'est une question assez importante, mais je pense que c'est aussi le cas pour plein d'autres compétitions. Il y a juste Thomas qui nous a pas dit s'il avait bien dormi la nuit qui précède la course. Je dirais pas que j'ai très très bien dormi, je dirais que il y a plein de choses qui se passent, on est fatigué, on a envie de se mettre au lito, mais tout est prêt, ça y est, on ne peut plus rien changer, et ceci fait que finalement on ne trouve pas le sommeil facilement, on cogite un petit peu, on se réveille dans la nuit, mais quand le matin le réveil sonne ou on se réveille juste un peu avant, finalement on est content, et puis c'est là, et puis il n'y a plus qu'à. Donc il n'y a plus qu'à, on est sur la ligne de départ, et puis voilà, tout est prêt, et puis on se retrouve sur cette plage de la piscine extérieure de Thun. Le soleil se lève sur les Alpes, c'est vraiment un cadre magnifique, hein. Le lac de Thun, la région de l'Oberland-Berlois en général, on aura l'occasion de parler du parcours vélo, du parcours course à pied, mais déjà ce départ natation avec ce soleil qui se lève, qui révèle ces belles montagnes, c'était vraiment déjà magnifique, ça donne un cadre, il y a l'hymne national suisse qui résonne, et puis là on s'aligne dans les sas de départ en fonction de son temps estimé de natation, et ça commence avec le départ des professionnels et puis le rolling start et du groupe dont on fait tous partie. Alors ici on est 4 représentants du Tri-Team Lutry à enregistrer cet épisode du podcast. Il faut que les auditeurs comprennent bien qu'on était 11 membres du Tri-Team Lutry au départ. Deuxième plus gros club de triathlon représenté sur cette compétition. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'avoir un club de triathlon qui aligne 11 athlètes au départ d'une compétition de distance Ironman. Je pense que c'est un bon score, sachant que ça aurait été 2 de plus ou 3 de plus 16 participants du Tri-Team Lutry si la date originale avait été maintenue comme initialement prévu en 2020. Et voilà, le départ de natation est donné. Alors maintenant, chacun va expliquer un petit peu, c'est le gros morceau de cet épisode du podcast, comment il a vécu sa course. On va procéder dans l'ordre dans lequel on est installé ici. Alors Steve, raconte-nous comment tu as vécu ton Ironman. Alors moi je fais juste une parenthèse, encore dans la zone de transition avant le départ. Petite anecdote mais très très courte. Je pense que Eddy, qui est un de nos dinosaures au sein du club, je crois qu'il m'a sauvé ma course en regardant ma cheville gauche où il ne voyait pas mon chip. Et ouais. Et du coup je suis retourné à ma place. Je pense qu'en mettant ma combinaison, j'ai laissé mon chip par terre et j'ai oublié de le remettre à la cheville. Et Eddy il me dit, mais Steve, t'as pas ton chip là? Steve, règle numéro 1. Oh là là là. No chip, la no veille, time. exactement, la veille, tu ne l'enlèves pas, tu dors avec, même pour la combi. J'ai effectivement pas dormi avec. D'ailleurs, petit conseil, la chip, tu la mets pas sous la combi? Si, alors pour nager, je l'ai mis après sous la combi. Mais effectivement, je sais pas, j'ai dû être stressé par quelqu'un qui était en face de moi, qui m'a posé une question. J'ai pas pensé à remettre mon chip. Et à quelques mètres de sortir de la zone de transition, Eddy remarque que j'ai pas mon chip. Ah ouais. Donc je lui dis encore merci aujourd'hui. Et puis effectivement, on se dirige gentiment en zone de natation, au bord du lac. Moi, comme j'ai dû certainement le dire plusieurs fois dans les podcasts, la natation, c'est pas ma discipline favorite, donc je suis toujours un peu stressé, mais pendant la préparation, j'avais fait des distances assez longues. Même si j'avais une allure pas très rapide, j'étais de plus en plus à l'aise. Donc moins de pression que d'habitude, donc assez tranquille. J'ai choisi un sas à mon niveau, donc entre 80 et 90 minutes. Et puis effectivement, quand le rolling start commence, c'est sympa de voir avancer tous ces blocs, tout le monde se met à l'eau. Comme tu dis, Greg, magnifique lever du jour dans cette belle région. Le lac semblait calme. Vraiment une entrée dans l'eau nickel. Et puis moi j'ai passé vraiment une super natation, très agréable. Une température très bonne. Donc moi j'étais content de ma natation. Donc voilà, tu rentres dans ce lac. Alors c'était un peu surprenant déjà sous l'arche de départ parce qu'en fait on est chronométré à partir du moment où on passe sous l'arche qui est encore sur la plage. Et là en fait on ne sait pas trop parce que le lac de Thun a cette particularité de ne pas avoir beaucoup de fond
pendant très très longtemps. Et on voit des gens qui marchent sur peut-être 150 mètres dans le lac, mais qui ont de l'eau jusqu'à la taille, donc qui avancent pas forcément super. En plus, c'est pas top de marcher sur ces cailloux qui font un peu mal aux pieds. Voilà. Et, donc du coup, peut-être un petit doute de savoir est-ce qu'il faut que je me mette à nager tout de suite, est-ce qu'il faut que je marche un bout, comment. Voilà, moi c'était un petit peu la surprise que j'ai eue à ce moment-là. Donc toi, tu rentres là, tu te mets à nager tout de suite ou tu rentres progressivement, tu prends la température de l'eau et... En voyant les autres, j'ai quand même fait plusieurs dizaines de mètres en marchant aussi. Et après, je me suis dit, j'ai quand même envie de mouiller ma combi, de prendre la température. Effectivement, j'ai vu que les premiers mètres, j'étais vraiment à ras le sol, quoi. Mais après, je ne me suis pas posé trop de questions. J'ai commencé à dépasser les premiers qui étaient toujours en train de marcher. Et j'ai commencé ma natte tranquille. Voilà. Posée, natation tranquille. Et puis, du coup, première bouée, deuxième bouée, troisième bouée. Il n'y a pas eu une petite surprise à un moment de ta natation? Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, il y a peut-être un truc qui m'échappe là? Alors déjà, la première surprise, c'était mon allure. Chaque 500 mètres, j'ai ma montre qui vibre. Donc même sous l'eau, je profite de jeter un petit œil par rapport à l'allure. Et c'est là que je trouvais que ma natte était correcte, parce que j'étais plutôt content de l'allure. Mais après, comme on en a parlé avant, Greg, moi, j'ai pas vraiment, au moment du demi-tour, j'ai pas vraiment capté. J'essaie de compter chaque 500 mètres. Et il me semblait qu'on faisait le virage un peu court, quoi. Et puis après, comme je suis pas un très très bon nageur, j'étais assez content de sortir de l'eau en 1 heure, quoi. Je trouvais que l'exploit était assez énorme. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas eu la distance. Ouais, c'est ça. C'est la première grosse surprise de cet Ironman, parce qu'on ne nous l'a pas annoncé sur la plage de départ. Et en fait, la natation a été réduite. Alors, on nous a donné des raisons un peu diverses. Il n'y a pas eu de raison officielle. Il n'y a pas eu vraiment de raison officielle. Il y a eu des communiqués plus ou moins de personnes sur Facebook qui disaient c'est peut-être la température, c'est peut-être des raisons techniques. Les bouées bloquées à la custom aussi à la douane, j'ai lu ça. Voilà, il y a des raisons qui sont toutes plus ou moins abracadabrantes pour justifier le fait, mais effectivement 3000 mètres de natation à la place de 3800 mètres, ça a quand même un impact sur le chrono et effectivement moi c'était la première grosse surprise déjà au demi-tour. Je me suis dit mais si on fait demi-tour déjà maintenant, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'ils vont nous faire aller pour faire un parcours de la distance. Donc là tu sors de l'eau en 1 heure, tu es content et puis commence le gros morceau de cet Ironman de Thun, à savoir les 180 km de vélo. On rappelle ces 2 boucles de 90 avec 2000, alors annoncé 2200 mètres de dénivelé. Moi j'ai mesuré un peu moins, mais 2000, plus de 2000 quand même. Oui. Alors effectivement, quand on sort de l'eau après, dans mon cas, 1 heure en position horizontale, il faut quand même faire attention en sortant de l'eau, on titube un peu, la tête qui tourne. Après, il y a le public qui est là, donc on est forcément euphorique. On essaie de voir un peu les gens qui sont autour, éventuellement taper dans les mains. Mais c'est vrai que le fait de passer de position horizontale à verticale en assez peu de temps après 1 heure de natte, c'est aussi quelque chose qui doit se préparer, qui doit s'entraîner, qui doit se gérer. Mais ça a été un petit footing jusqu'à la zone de transition. On enlève la combi et puis on se change, là j'ai fait une petite erreur en voulant gagner un peu de temps, je me suis mal essuyé les pieds parce que le désavantage de ce terrain synthétique, c'est que j'avais beaucoup de petites boules vertes dans les pieds. Là, je pense que j'ai fait une petite erreur en nettoyant pas comme il faut mes pieds. Alors, ça n'a pas trop dérangé sur le vélo. Pour moi, je savais qu'en finissant la natation, j'allais vraiment être très heureux et puis que ma course allait commencer sur le vélo. Alors je ne sais pas si je commence déjà à raconter mon vélo, mais... Oui, je pense qu'on est là pour débriefer chacun de la course du début à la fin. Je pense que je ne sais pas si j'ai mal géré mon vélo, mais en ayant discuté avec plusieurs personnes, même Grégoire, mon compagnon de chambre, qui m'a dit, qui m'avait bien averti de ne pas faire le con et de ne pas attaquer trop fort, je l'ai quand même fait. J'ai fait une première boucle beaucoup trop forte par rapport à la deuxième. Donc je pense que je l'ai déjà payé au 2e tour. Et puis au 2e tour, des personnes que j'ai facilement dépassées au 1er tour me rattrapaient au 2e. J'avais l'impression de bien m'alimenter, mais je pense que j'ai quand même fait une petite fringale sur le 2e tour. Et puis j'ai dû faire une petite pause toilette pour faire un gros besoin, si je puis dire. Puis après, surtout, je pense que ça m'a aidé en termes d'estomac pour finir la 2e boucle.
Et puis après pour moi la moyenne totale sur les 2 boucles était atteinte. Je voulais essayer d'être pas trop loin des 30 de moyenne. Et puis après, deuxième transition, Peut-être, passage. Steve, pardon, j'ai une question sur le vélo parce que je crois que tu es le seul de nous ici qui n'avait pas des prolongateurs ou un vélo de chrono. Ouais. Est-ce que Non, tu... Grégoire aussi, je crois. Non mais ici je dis, entre nous, est-ce que pardon. tu Oui. conseillerais, est-ce que pour toi c'était une bonne stratégie ou pas aux auditeurs pour Toon spécifiquement ou... Ouais, effectivement, bonne question. C'est clair, quand je vois tous ceux qui sont en position triathlon, qui me dépassent comme des fusées, j'aurais tendance à dire que oui, je pense que c'est quand même quelque chose de positif d'avoir ce genre de matériel. Après, certains, je les rattrapais ou je les dépassais en montée. On l'a dit, c'est 2002 Donc- sur 2 boucles, il y a donc certaines voilà. montées mais Ouais. il y a quand même beaucoup de, Ouais. de roller coaster Il y a et de beaucoup plats. il y a beaucoup de plats, de faux plats, des belles descentes. Voilà, Je pense que ça aurait été un avantage d'être aussi en position Ok. aérodynamique. Ouais. Donc un deuxième tour quand même plus difficile. Ouais. Et il Le faut vent dire s'est aussi levé. qu'il y a du vent qui Ouais. s'est un Il y petit avait un peu peu de levé sur vent. le deuxième tour. C'était un petit peu plus La difficile. chaleur, Il faisait chaud la aussi, chaleur, ouais. même si on la gère peut-être, on la sent peut-être un peu moins sur le vélo, mais je pense que ça m'a aussi un peu retourné cette chaleur que je craignais d'ailleurs sur le marathon. Donc voilà, j'arrive en zone T2, je me change, de nouveau, je pense une petite erreur, je garde les mêmes chaussettes. J'avais prévu de changer de chaussettes pour la course à pied, je ne l'ai pas fait, je voulais gagner un peu de temps. Donc du coup, j'ai couru mon marathon avec ces petites boules vertes sous les pieds. Donc pas forcément très agréable. Bon après, comme j'ai marché pendant 5h30, ça a été. Non, je déconne. Et puis je vois tout de suite que ça va pas très très bien se passer parce que même mes premières foulées dans la zone de transition, je vois qu'il n'y a pas de jus, il n'y a pas d'envie. Ok, après je vois, en sortant de la zone, je vois nos supporters, donc ça te met forcément un coup de boost. Et puis rien que la première boucle, donc c'était 3 boucles de 14 km, mais la première était déjà compliquée, je m'arrêtais vers nos amis supporters du Tri-Team Lutry, et puis ils m'ont tous encouragé à continuer. Puis je pense que je leur dois mon arrivée pour beaucoup, et puis après je sais que le mental chez moi il est rentré très rapidement en ligne de compte. Puis c'est grâce à ça que j'ai terminé, quoi. Mais un marathon de 5h30 sans plaisir, c'est très très long. C'est long. Hein. De toute façon, très, je pense que le marathon sur l'Ironman, pour le commun des mortels, c'est de toute façon très très long. Peut-être juste avant de poursuivre avec le débriefing, que les auditeurs comprennent bien un peu le contexte, tu dis ces petites boules vertes. On était sur une zone de transition qui était sur un terrain de foot synthétique. Et donc sur ces terrains de foot synthétiques, pour améliorer un petit peu le rebond et puis le feeling par rapport à l'herbe qui glisse et tout ça, ils mettent des espèces de boulettes de caoutchouc pour reproduire le feeling d'un terrain normal. Et en fait, ces boulettes de caoutchouc, à partir du moment où tu as le pied nu, humide à la sortie de la natation, ils collent comme la misère aux pieds. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et quand on met les chaussettes par-dessus, on en embarque avec de la chance 2 ou 3 sous chaque pied, puis avec pas de chance 4 ou 5 ou 6 ou entre les orteils. Voilà. Et c'est abominable quand on est... Alors déjà, sur le vélo, c'est pas confortable, mais alors en course à pied, c'est horrible. Donc effectivement, c'était vraiment une stratégie de vraiment bien faire gaffe à ne pas en avoir sur les pieds au moment où on faisait la transition. Et effectivement, toi, tu as eu la double peine parce qu'on avait dans les chaussettes après et tu n'as pas pris le temps à T2 de changer de chaussettes alors que tu avais probablement les pieds plus secs à ce moment-là où tu aurais plus facilement pu t'en débarrasser, de ne pas le faire. Et ça, c'est vrai que c'était un des aspects négatifs de ce triathlon. Donc un marathon dans le dur et puis finalement un finish où on passe quand même cette ligne d'arrivée en se disant on a accompli quelque chose. You are an Ironman. On l'entend quand on passe devant ce village toutes les 3 minutes. Bah oui. Et on se dit bientôt ça sera mon tour. J'espère. Ça nous tient aussi. Hein. Un finish royal, c'est clair, avec en plus une petite galipette sur le tapis. Non, j'ai pas vu le finish de Steve. Dernier 100 mètres, je me suis encoublé sur le tapis Ironman. J'ai fait un joli roulé-boulé. Bon, on m'a dit après comme commentaire que j'avais vraiment fait une chute magnifique, bien maîtrisée. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo sur les réseaux pour les auditeurs. Écoute, j'ai pas vraiment envie de la publier. Mais... Je comprends. Voilà, ça restera dans l'imaginaire des auditeurs. Mais voilà, je dois être le seul couillon à être tombé sur le tapis, mais
Du coup, Il y en a qui rampent hein, pour finir, ça. donc t'inquiète pas. Ah Du coup, ouais. ça a rendu l'arrivée un peu originale. Et puis la tienne, au moins, on s'en souviendra. C'est ça. Voilà. Avec tant d'anonymes qu'on finit devant et derrière toi, mais Ouais. toi, on s'en souviendra. Mais Ouais. magnifique. Non, un sentiment monstrueux à l'arrivée, c'est clair. Donc voilà, un premier Ironman qui termine sa course. Et puis maintenant, Arnaud qui va nous raconter un petit peu, lui, comment il a vécu ça de l'intérieur. Avec plaisir. Déjà, dans un premier temps, c'est toujours un peu, tu vois, un peu dur de prendre le recul. Même si, évidemment, hein, on l'a vécu et on en est très content. Mais déjà, dans un premier temps, pour revenir sur les tout premiers épisodes, l'objectif premier de mon côté, c'était de le terminer. Et puis de voir un peu tester mes limites. C'était les deux principaux objectifs. Et donc du coup, je suis très heureux et fier de l'avoir terminé, déjà dans un premier temps. Et aussi d'avoir un peu, d'avoir répondu finalement à ces questions que j'avais autour de mes limites. Parce que même si on les trouve en entraînement, hein, sur je sais pas, des exercices d'intensité, on est par terre, on n'est pas bien, on a le cardio qui monte, etc. Il n'y a pas vraiment d'occasion, hormis ce genre de compétition, où tu peux te mettre dans un état dur et aller à la limite physique, à la limite mentale, etc. Et donc du coup, alors pour revenir et pour disséquer les trois disciplines, comme j'expliquais un peu dans mon état d'esprit, même si j'avais un peu cette appréhension et ces petits doutes, en réalité, les deux premières parties se sont super bien passées, à mon sens. Donc déjà le matin on se réveille, tout de suite j'ai vu Thomas, on a déjeuné, enfin on a pris le petit déjeuner ensemble très rapidement, mais quand même ensemble. Pour moi ça c'est très important de faire ça en équipe. Et donc du coup un petit peu l'appréhension qui monte, mais dans ma tête dans tous les cas c'était prendre du plaisir un maximum et finis-le quoi, coûte que coûte finis-le. Et quelque chose à noter, et je pense peut-être je l'avais déjà dit, mais vu qu'il s'est passé un petit peu de temps entre le dernier podcast et celui-là, au final, et certains peut-être vont rire, mais chacune des épreuves dans leur distance a été la plus longue que j'ai fait jusqu'à présent. Donc c'est-à-dire j'avais jamais nagé même 3000 mètres. Exactement. Tu n'avais jamais fait plus que 180 avec ce Et dénivelé-là jamais, et évidemment, jamais couru de marathon. Donc c'était pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Mais je sais pas, c'est historiquement ou dans mon histoire personnelle, je me rappellerai comme ça a été fait, ça a été réalisé pendant cet Ironman quoi. Donc pour moi c'était assez symbolique parce qu'évidemment j'aurais pu courir un marathon de mon côté, m'inscrire à un marathon, etc. Mais je sais pas, j'avais envie un petit peu de voir ça différemment. Bref, du coup, natation. Alors moi de mon côté, je m'étais mis dans le sas de départ entre, je crois que c'était 70 et 80, et à la fin. Et comme tu l'as dit, c'était assez bizarre le début parce que au début, vu que j'étais à fond dans ma course, je suis parti en crawl et en fait, en levant les yeux, je voyais des gens qui marchaient 500 mètres devant moi, quoi. Enfin, j'exagère, peut-être 250 mètres. Donc, du coup, pareil, je me suis remis à marcher. C'était dur de rentrer un petit peu dans la course. Après, un deuxième fait très important, c'est le soleil, comme tu l'as mentionné, qui se lève au-dessus des montagnes. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'unique et qui, juste pour ça, donne envie de s'enregistrer à ce genre d'événement. C'est quelque chose qui donne des frissons, qui te reconnecte tout de suite avec ce qui est en train de se passer, quoi. Et là, dans ta tête, tu te dis, ça y est, je suis en train de le vivre, je suis en train de le faire. J'ai fait le choix, moi, de pas du tout compter les mètres, pas du tout regarder ma montre, parce que j'appréhendais un petit peu finalement cette distance, vu qu'encore une fois, je ne l'avais pas fait. Quand je vois qu'on fait demi-tour et que je me sens super bien, je me dis que je la gère pas trop mal, cette natation. Je continue, il s'est rien passé vraiment de très important, quoi. À un moment, quelqu'un qui me met un coup de pied au niveau de la tête et là je me dis merde, j'espère que la lunette va pas péter et que je vais pas prendre l'eau, etc. Mais voilà, je prends 2-3 petits draftings, j'étais bien, honnêtement j'étais bien, je sors, je rentre dans le port et je sors sous cette arche et je me dis finalement c'est pas mal. Je me sens bien, comme tu dis, on se relève, on voit les supporters déjà du TTL qui sont déjà présents, donc tout de suite ça met le sourire. Je rentre en transition et là je me dis bon c'est parti pour ces 180 km de vélo. Et là mon mot d'ordre c'est le faire vraiment à un rythme qui soit assez souple,
pour essayer de m'économiser. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais encore une fois, mon objectif n'était pas le chrono, c'était vraiment d'arriver à la fin. Donc je pars sur une moyenne en tête, je m'étais dit, j'essaie de tourner autour de 29 km/h. Je crois qu'à la fin, je suis à 27,8 ou 27,9. Et donc la première boucle se passe pas mal. Alors à noter aussi, deuxième chose, comme ça c'est bien, je réponds à différentes cibles d'audience. J'ai fait la reconnaissance de Thun en même temps que la première boucle parce que j'avais pas fait le parcours à vélo du tout. Je l'avais regardé sur des vidéos, etc. Mais je l'avais pas moi-même reconnu. Donc super agréable, très vallonné, beaucoup de supporters sur les bords de route. À ce moment-là, ma famille aussi fait son apparition, donc ça c'est très important pour moi pour me booster, donc ça me fait plaisir, etc. Beaucoup de vélos de chrono aussi, hein, on l'a mentionné, j'ai été très surpris et ça m'a rassuré d'une certaine manière, parce que donc, du coup moi j'étais avec un vélo aéro mais pas contre la montre. Et c'est là où je me suis dit il n'y aura pas d'impact très fort au niveau de dénivelé. Du coup, je vais vraiment apprécier. Moi, j'aime beaucoup la relance. Avec Thomas, on plaisante pas mal par rapport à ça, sur justement arriver à relancer. Et donc, du coup, la première boucle se passe super bien. J'ai envie de dire la deuxième aussi, vraiment bien. J'arrive à bien m'alimenter, bien m'hydrater sur le vélo. Donc, vraiment tout au beau fixe. Encore une fois, à mon rythme, mais je suis content de ce qui est en train de se passer. Je me relève sur les 10 derniers kilomètres. Donc à la fin, alors qu'en fait tu es en ligne droite et que c'est peut-être plus intéressant de rester sur les prolongateurs, j'avais passé pas mal de temps sur les prolongateurs et j'avais envie de m'ouvrir un petit peu, de retrouver cette position un peu plus droite pour rentrer dans la course à pied de la meilleure manière. Zone de transition, je fais une transition T2 qui est plutôt correcte. Pareil, j'avais ces petites boules coincées dans la chaussette. Alors pendant le vélo, j'y pensais beaucoup et je me disais est-ce que ça va me gêner en course à pied ou pas? En vélo, ça me gênait pas. Et finalement, plus tard, durant la course à pied, je vais carrément enlever ma chaussette, mais ça j'en parlerai après. Juste une petite anecdote sur le vélo. Il y a un mec qui me dépasse et puis qui voit avec mon dossard que je suis français, enfin en tout cas qui a un dossard français, et il me dit excuse-moi de te déranger, écoute, j'ai une question à te poser, j'ai pas ma puce. Alors j'ai dit c'est bizarre, pourquoi tu l'as pas? Et il m'a dit en fait quand j'ai effectué ma transition, en mettant mes chaussettes, j'ai posé ma puce et du coup je ne l'ai pas remise. Et il me dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une idée? Il faut que je fasse quoi? Alors moi si tu veux j'étais en train de rouler mais j'avais aucune idée, donc je lui ai dit de se renseigner auprès d'une tente à l'arrivée du vélo, quoi. Mais je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là, vous avez une idée? A priori, moi ça m'était arrivé donc, sur le half de Émilie-Romagne en Italie, en fait en enlevant la combi. J'ai pas vu, mais le chip est parti avec et je suis parti sur le vélo et en mettant en position sur mes prolongateurs, au bout d'un moment je regarde mes chevilles et je me dis mais j'ai plus de chip. Et en fait à ce moment-là il y a un arbitre qui arrive sur une moto de la course pour surveiller le drafting et tout ça, et là je me mets sur le côté, je lève la main et je dis à l'arbitre voilà, j'ai perdu mon chip sur la transition 1, et il me dit tu termines le vélo et après effectivement tu vas chercher un nouveau chip pour ta course à pied. Ma course a été comptabilisée avec mon temps de passage à la sortie de la natation, puis le temps suivant au début de la course à pied, et voilà, ils ont comptabilisé mon temps comme ça. Maintenant, si tu te qualifies pour Hawaï avec une condition de course comme ça, moi ça va, tu vois, j'étais 37e de ma catégorie, il n'y avait pas de risque. Mais si tu te qualifies pour Hawaï dans des conditions comme ça, moi je pense qu'ils vont engager des recherches avec les photos, peut-être Finisher Pix, pour vérifier que tu as bien passé à tel endroit à telle heure et qu'il y a une cohérence par rapport à ton parcours. Mais ce n'est pas une mise hors course officielle, donc je pense que c'est important de dire aux auditeurs à qui ça pourrait arriver, réagissez rapidement, annoncez à la course, soyez honnête, dites, parce que si vous le cachez jusqu'à la ligne d'arrivée, alors là il y aura un problème. Mais si dès que vous vous en rendez compte, vous le dites et vous allez chercher une nouvelle puce à la prochaine transition, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc c'était juste pour le petit clin d'œil parce que je me suis dit que j'aurais été bien embêté aussi. Et voilà, et donc du coup je rentre dans la course à pied, et la course à pied, le marathon, honnêtement a été l'épreuve, je pense, dans tous les cas de l'Ironman la plus difficile, et je pense de mémoire la plus dure que j'ai jamais vécue. Les premiers kilomètres se sont relativement bien passés. J'avais comme objectif de courir en 6 minutes au kill et de rester sur ça. Je m'étais donné une barrière psychologique en 6,30.
Donc vraiment j'étais assez large au niveau de l'effort, mais voilà, encore une fois, on a 180 km de vélo avant, etc. Donc après, en plus de ça, il y a quand même des conditions où il y avait une chaleur qui était assez difficile. On va dire les 6 premiers kilomètres se passent relativement bien. J'ai une bonne foulée, je me sens bien, étrangement bien. Et le gros problème est venu du ravitaillement. J'ai pas du tout pu me ravitailler, merci. Que ce soit en liquide ou en barre ou quoi que ce soit, quoi. J'ai eu un blocage total au niveau de l'estomac avec des douleurs et à partir de là on a une sorte de descente où déjà au premier ravitaillement on marche le temps de faire quelques pas avec de l'eau, mais le problème c'est que l'eau rentre plus. Après on marche mais un peu plus après. J'ai essayé de prendre du coca assez rapidement et là j'ai eu carrément des montées, vomissements, etc. Et on se pose beaucoup de questions. J'avais même pas fait une seule boucle, donc c'était 3 boucles au total. Et là il y a des gros doutes qui se mettent en marche. Pendant le vélo, j'essayais de m'évaluer. Je me disais c'est quoi mon état de forme. Et j'avais mis un petit 80% d'état de forme à la sortie du vélo. Je me sentais vraiment bien. Mais la course à pied, c'est descendu en chute libre et c'est assez dingue. Mais tout comme je vais y revenir sur les rebonds en fait, qui existent et auquel cas j'étais vraiment au plus bas. Et là, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir finir. Parce que tu sais ce que c'est la course à pied, tu sais 1 kilomètre ce que ça donne. Et je me voyais, je crois que c'était à peu près au 15e kilomètre. Donc j'avais même pas fait la moitié. Et j'arrivais pas à simplement... donner la puissance et l'énergie nécessaire et j'avais un peu la tête qui tournait. Y a un mec de la course qui m'arrête et qui me dit, enfin pas qui m'arrête mais qui me regarde et qui me dit ça va, t'as pas l'air bien. Puis la première des réactions que tu as envie de lui dire c'est non, en effet je vais pas bien quoi. Mais bon, tu le sais et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire j'arrive pas à m'alimenter, j'arrive pas à boire. Donc la seule chose qu'il va te dire c'est écoute non, stop, tu t'arrêtes là quoi. Donc c'est là où rentre le mental et où après viennent toutes les personnes sur le bord de la route qui ne te connaissent pas, qui te connaissent, qui ont les mots justes, qui savent faire la différence. Et moi, là où il y a eu vraiment la différence, c'est de me dire, écoute, ton état était bon, il s'est dégradé, ça ne veut pas dire qu'il va rester dans cet état-là et il faut juste attendre. Donc du coup, je me suis mis à marcher. Donc c'était une marche un peu rapide. Après, je suis revenu à ma blessure à la voûte plantaire et je me suis dit, je vais alterner entre 1 minute marché, 1 minute course. Puis dès que je recommençais à courir, en fait, l'impact de la course me refaisait mal au ventre. Donc ça a été un peu long et je me suis dit, si je fais mon marathon en 8 heures, ça va être catastrophique, quoi. Donc est-ce que ça vaut pas mieux la peine d'abandonner? Bref. Et après, en fait, le mental revient et ça a été long, mais au final, j'ai profité encore une fois, j'essaie de me remettre dans ce mindset de célébration, donc je regardais le paysage, je regardais les gens, j'essayais de faire des blagues, et puis voilà, et les supporters te portent, et au final j'ai terminé en courant les 10 derniers kilomètres, donc encore une fois je crois que j'étais à 7 minutes au kill, donc vraiment très lent, mais après c'est que du plaisir parce que ta montre elle est en train de descendre les kilomètres, t'en vois plus que 6, plus que 5, puis là tu vois le 40e kilomètre, tu te rappelles l'arrivée, tu sais que t'es déjà parti t'as entendu de nombreuses fois le nom de la personne, you are an Ironman, puis là tu commences à réfléchir à ta célébration, comment est-ce que tu vas passer cette ligne d'arrivée. Ouais. Et puis après c'est vraiment que du bonheur et voilà, et tu le termines et c'est juste génial quoi, c'est fantastique. Malgré la souffrance entre guillemets que t'as eu, j'ai eu la chance de pas du tout avoir de douleur, aussi parce que j'étais pas sur une intensité très forte, j'avais pas un cardio très élevé. Donc au final la course à pied c'est mal passé d'un point de vue digestion on va dire, mais physiquement c'était bien quoi. Juste une petite anecdote, ton marathon finalement, parce que les auditeurs peuvent se dire avec ce que tu nous racontes, ça a mis 10h30 sur ton marathon, mais non, ton marathon tu l'as rentré. Alors honnêtement, tu vois, j'ai même pas le temps en tête, mais c'est 5h et quelques. Voilà, et moi en fait l'anecdote que je voulais te donner, c'est que le temps médian de finish time du marathon de New York, il est juste en dessous des 5 heures.
Il est à 4h55, quelque chose comme ça. Le temps moyen en fait qui est couru là-bas. Et toi, il faut te dire que voilà, c'est le marathon qui conclut un Ironman était dans ces temps-là. Donc voilà. Moi, c'est ce à quoi j'ai essayé de me penser aussi quand je suis sur mon marathon, en me disant j'arrive pas à tenir mon 5,15 au kilomètre et c'est en train de foirer. Ben voilà. Non, t'as raison, je savais pas ça. Ouais. À remettre en perspective. Et donc Thomas, maintenant, lui, c'est la fusée du club. Et il avait en plus de la pression de son premier Ironman, la pression d'être le favori archi annoncé de tous les supporters du club et de partir sur la course en se disant tiens Thomas, fera le slot, pas le slot. Est-ce que ça a joué cette petite pression au départ? Je sais pas, je pense pas. Ce qui joue par rapport à ton commentaire, c'est tous les supporters sur place qui sont là, qui te mettent la pression, mais aussi avec l'app, toute la famille, les personnes qui te suivent à distance. Ouais. Et ça, c'est génial parce que tu sais que finalement, moi j'adore la data, etc. Mais il y a des gens qui te regardent à distance aussi et qui te suivent, qui savent quand est-ce que tu sors de l'eau, etc. Et ça, c'est top. Du coup, ma natation, je me suis mis dans le bloc moins de 60 minutes. Je pars dans l'eau finalement très vite parce qu'il y avait peu de personnes dans ce bloc. Et puis tout d'un coup, on me pousse vers l'avant en disant c'est à toi. Je me jette à l'eau. L'eau, je pensais qu'elle était très froide, donc je ne m'étais pas entraîné dans l'eau avant. Et j'ai jamais eu de problème de course avec les lunettes ou quoi que ce soit. Et là, paf, je marche, je me mets à nager, l'eau qui rentre dans les lunettes. Qu'est-ce que je fais? Je décide de ne pas prendre le temps et de continuer ma natation. Et en fait, j'ai eu la lunette gauche pleine d'eau toute la course. Du coup, finalement, ouais, en fait, au début, ça te gêne, tu penses qu'à ça. Et finalement, tu passes au-dessus et tu te dis, mais c'est quoi? C'est que de l'eau et on continue. Et finalement, tu as un œil pour voir en dehors de l'eau, pour voir les bouées, et puis ça suffit. Je l'ai vidé 2-3 fois, mais je pense qu'elle était trop haute et du coup, ça rentrait par le dessous. Et bref, j'ai eu ces petits soucis tout le long, mais bien nagé, pris des bons pieds, ça s'est très bien passé. Je sors de l'eau. Pour ceux qui ont regardé la tri-battle entre Jan Frodeno et Lionel Sanders, Lionel Sanders fait sa meilleure natation juste en dessous des 46 minutes. Et là, je sors de l'eau, je mets mon lap et je vois 46 minutes 30. Et je dis, I am Lionel Sanders, je dis là je suis. Et honnêtement, à ce moment-là, je ne vois pas les kilomètres, donc je ne vois pas qu'on a fait que 3 kilomètres. Je me dis, il y avait un courant de fou lorsqu'on arrive dans un port et tout. Je me suis dit, waouh, on a volé. Et la transition se passe très bien. Je fais un flying mount du tonnerre, je mets les pieds directement dans les chaussures. Je pars sur le tour de vélo qui se passe très très bien. Et à la première boucle, je passe devant les supporters et j'entends « Thomas, 5 minutes du top 10, c'est super !» Évidemment, ça m'a reboosté le moral, le physique à fond. Et sur la moitié de la deuxième boucle, que j'ai fait encore à fond, j'ai complètement commencé à craquer. Sur le retour, le vent s'est levé. On a fait un retour face au vent qui était, je trouvais, un peu plus dur que le reste de la course. Deuxième transition top, je mets les chaussures. On fait un 400 mètres de tour de stade. Beaucoup de supporters, je pars en 4,40, super foulé, je fais 2 km jusqu'au prochain pointage et après je passe, je fais que descendre en fait. L'allure se ralentit, je ne marche pas mais c'est une bataille interne. Et puis à partir du 20e kill, chaque ravitaillement se fait en marchant pour assimiler, l'estomac s'était noué entre temps. Et je finis comme ça en alternant marche au ravito et en petite foulée entre deux. Jusqu'aux 2 derniers kills où là c'était me dire de finir bien et d'arriver sur cette finish line avec une bonne foulée et des souvenirs plein la tête que ça y est, on va y arriver et puis ça y est, on est à la fin. Et voilà, super course, très belle expérience et quand on finit on se dit plus jamais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un petit peu la question que je voulais poser en conclusion de ce podcast. Alors, on va déjà peut-être juste te poser la question. Finalement, tu finis quand même meilleur du club. Et, oui. Toutes nos félicitations. Et vraiment, merci. Malgré le craquage, je pense que personne n'arrive à faire un negative split, en tout cas les êtres humains normalement constitués sur un Ironman, sur un marathon d'Ironman. Donc voilà, tu ne réussis pas à passer sous les 4 heures sur le marathon, mais tu en es très très proche. Et puis voilà, un vélo quand même extraordinairement rapide. Oui, alors l'objectif interne c'était 11 heures. Avec un marathon en 3,45 peut-être. Le marathon s'est fait en 4h05.
donc bien en delà des attentes. Par contre, grâce à la natation et au vélo, un temps finish en 10h20, bien en deçà de mes 11h. Bien sûr. Donc vraiment grosse sensation sur le début, mais très très dur à la fin. Ouais. Et la question c'est maintenant, est-ce qu'il faut mieux se gérer sur le vélo et faire un négatif split ou un très bon marathon ? À discuter. Alors c'était un petit peu la question que je m'étais posée pour mes premiers et finalement j'en suis arrivé à la conclusion et ça m'a confirmé ça quand j'ai fait une longue sortie de 26 km de course à pied dans ma préparation en voyant que je déclinais de toute façon et que j'avais pas la distance du marathon dans les jambes pour le courir quand même à l'allure. Donc moi ma stratégie, j'avais peur de deux choses. J'avais peur de craquer sur le marathon à un moment ou un autre et je savais que ça allait arriver et surtout j'avais peur que ça m'arrive comme ça m'est arrivé sur certains halfs de ne pas trouver le bon rythme dès le début du vélo et de me chercher un petit peu et de rentrer dans un faux rythme et de le faire trop en dedans par rapport à ce que je pouvais faire. Donc je suis parti et cette fois j'ai fait peut-être un petit peu l'erreur inverse. Sur le premier tour de vélo, j'ai peut-être un petit peu trop mis parce que j'ai vraiment eu peur de me dire même si je me mets sur ce faux rythme, après j'arriverai plus à accélérer. Et c'est vrai que j'ai fait un premier tour alors vraiment de dingue par rapport à ce que j'avais imaginé. Et ouais, plus de 34 de moyenne sur le premier tour. Je finis à 32,6 ou 0,7 de moyenne, donc le deuxième tour quand même plus lent, clairement. Mais il y a aussi les circonstances que Thomas évoque, chaleur et vent sur le deuxième tour qui n'ont pas aidé. Puis aussi autre chose, j'aimerais juste dire à Denis Boucher qu'il est gentil à nous dire avec ses 90 grammes de glucides par heure sur le vélo, mais ça c'est facile dans la théorie. Mais quand on vous gave de barres de céréales, vous avez beau vous dire que Denis a dit que, et ben au bout d'un moment ça veut plus rentrer. Et quand il n'y a plus de sucre, il n'y a plus d'énergie. Et donc le marathon, j'ai utilisé un peu la même stratégie, j'ai voulu faire la même chose. Donc partir alors pas le plus rapidement possible, je ne suis pas parti à 4,40, je suis parti à 5,05. 5,10 au kilomètre sur le premier tour. En plus, j'avais Grégoire du club qui était à côté de moi au moment de la transition numéro 2. Et donc, du coup, on a couru les 14 premiers kills du premier tour ensemble entre 5 et 5,15 de moyenne. Donc déjà, je me suis dit, je vais péter, mais au moins ce premier tour, il est fait à une allure respectable. Et donc, j'ai un espèce de capital pour la suite, en fait. Et donc, du coup, ça va m'aider à limiter la casse sur la suite du marathon. Le deuxième tour s'est fait aux alentours de 5,46 minutes au kilomètre et puis ensuite effondrage aussi pour finir ce marathon en 4h16 ou 4h17 et donc compliqué, mais voilà, chacun sa stratégie de course. J'ai essayé ça cette fois-ci, c'est le luxe qu'on peut se payer quand on est au départ de son quatrième aussi. C'est beau, félicitations d'ailleurs. Félicitations à tout le monde, à vous trois et puis aussi à tous les autres membres du club puisque on peut le dire, un petit cocorico, on a fini 4e club au niveau du classement des clubs, en plus d'avoir des gens très bien classés en individuel et je pense qu'on a fait un bel esprit d'équipe sur ce triathlon. Alors avant de conclure cet épisode qui est déjà long, ça fait plus d'1h10 qu'on raconte cet Ironman. Il y avait beaucoup de choses à dire sur l'année qui s'est écoulée depuis le dernier épisode. La dernière question que j'ai envie de vous poser à tour de rôle, c'est Steve, est-ce que tu repars pour un Ironman ? Est-ce que actuellement c'est non ou est-ce que peut-être ou est-ce que c'est oui ? Je vais dire que c'est oui parce que j'ai déjà une inscription pour l'année prochaine, donc je vais gentiment me remettre de récupérer déjà cette course-là. Il faut que je planifie une opération pour enlever le matériel que j'ai de ma cheville, donc je vais faire une fin d'année plutôt tranquille. Une saison d'hiver et puis après je rattaque au printemps prochain pour une nouvelle course l'année prochaine. C'est lequel ? Copenhague. Danemark. Ouais. Donc Steve au Danemark l'année prochaine au départ de son 2e Ironman du circuit, son 3e sur la distance. C'est ça. Arnaud ? Oui, écoute, là pour l'instant je suis encore dans la phase d'euphorie de simplement avoir franchi la ligne. Donc pour l'instant c'est plus dans l'idée d'avoir cette espèce d'icône, de l'avoir fini. Je ne sais pas si je le mettrai au pluriel honnêtement. À chaud on en a parlé directement avec Thomas et je sais pas, je préfère peut-être quelque chose de plus court pour un peu plus me donner. Parce que voilà, là aujourd'hui, maintenant j'ai une référence. Par rapport à la rigueur, l'entraînement, tout ce que j'ai mentionné, je pense pas que je puisse donner le double, voilà, ou même le triple, pour vraiment avoir quelque chose de significatif lors d'un Ironman. Donc à voir. Mais pour l'instant, c'est plutôt voilà, de le mettre un peu de l'encadrer, en être très très fier, et puis plutôt de me concentrer voilà, à faire d'autres déplacements en 70.3.
Et même distance olympique, hein, avec, en club comme ça sera chouette, quoi. Donc pas fermer la porte, mais pour l'instant... Elle est quasiment fermée, ouais. Je pense que j'ai envie de le garder avec ce souvenir, comme je disais, avec tout qui était parfait. Le temps, les gens, le parcours. J'ai envie vraiment de le garder comme un magnifique souvenir et peut-être pas forcément de le mettre au pluriel, ouais. Et c'est quand même rare d'être sur un parcours où on est 11 du même club à s'encourager, même nous-mêmes en train de courir. Thomas ? Je dirais que j'ai commencé il y a 5 ans avec un triathlon découverte et depuis j'ai essayé de faire progressif en termes de distance, d'intensité, d'objectifs jusqu'à cette fameuse distance. Maintenant on a tout l'éventail des distances sur triathlon et je pense apprécier plutôt la distance moyenne, distance olympique, distance semi-Ironman. Donc à court terme je dirais non, on est encore jeune, on profite et puis peut-être y revenir plus tard mais à court terme, c'est plutôt non. Ouais. Pas l'année prochaine, pas à Copenhague. De velléité, de qualification à Hawaï, non. Voilà. D'autres objectifs. De toute façon, quand on te voit comment tu avances sur demi-Ironman, on sait que là, tu représenteras un jour le Tri-Team Nutri au championnat du monde de half. Peut-être, on l'espère. Ouais. C'est clair. Et toi ? Du coup, moi c'était mon 4e et je suis un petit peu dans la situation de Steve. Ouais, j'ai montré le chiffre 4 en passant la ligne d'arrivée. 4e départ, 4e arrivée. Et effectivement, je suis un peu dans la situation de Steve parce que j'ai déjà été embrigandé par un membre bien connu du Tri-Team Nutri et je suis déjà inscrit à l'Ironman de Finlande l'année prochaine. J'avais aussi envie, plaisanterie mise à part, de me tester sur un Ironman plus roulant, plus rapide. Ouais. J'ai des qualités à vélo qui s'exprimeront peut-être mieux sur un parcours plus plat et voilà, j'aimerais essayer une fois. Et donc du coup, ce sera l'objectif de 2022. Bien évidemment, encore plein de half, encore cette saison. Et c'est vraiment encore la distance que je préfère et sur laquelle je vais encore beaucoup m'éclater. Voilà. Donc messieurs, l'épisode a déjà été suffisamment riche et long. Je vous remercie infiniment d'avoir clôturé ce hors-série une année et demie plus tard avec ce magnifique compte-rendu, ce magnifique épisode. Je vous félicite encore pour vos exploits de dimanche. Très très belle course réalisée par chacun. Bravo à toi aussi Greg. Esprit d'équipe sur cette course, c'était vraiment incroyable. Je vous remercie aussi d'être venu nous expliquer tout ça ce soir. Merci. Et maintenant un petit jingle d'Arnaud Martin. En fait, je l'ai à la outro. C'est You are an Iron Man.